coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la Free Agents 2019 en analysant les gros moves et les grosses signatures de cette Free Agents à travers l'étude des cas des gros Free Agents qui étaient sur le marché, tels que Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Kevin Walker, Jimmy Butler. Du coup, je vais les analyser un par un pour savoir qu'est-ce qu'ils ont signé comme contrat, qu'est-ce que ça apporte à l'équipe où ils ont signé, et je vais faire un petit pronostic sur leur saison à travers leur franchise où ils ont signé. Du coup, je vais commencer un par un. Donc, c'est parti. Du coup, je vais parler en premier de la signature de Kawhi Leonard aux Clippers. Lui, le dernier MVP des finales qui a longtemps été indécis sur sa décision de rejoindre sur les Lakers, soit de re-signer aux Toronto Raptors, soit de re-signer à l'autre équipe de LA qui sont les Clippers. Après une semaine où il n'a pas décidé d'annoncer son choix, il a signé aux Clippers. Donc contrairement aux autres free agents, sa décision était beaucoup plus longue et tout le monde attendait avec impatience sa signature. Du coup, il a signé un contrat de 4 ans aux Clippers pour le maximum. Sauf que le fait qu'on a attendu longtemps sa décision a été dû au fait que Kawhi Leonard cherchait une autre star pour qu'il le rejoigne aux Clippers. Du coup, quelques heures après sa signature aux Clippers, on a une Woosh Bomb qui a annoncé le transfert de Paul George aux Clippers contre Shai Gilgeous-Alexander et Daniel Gary et 4 tours de draft. Donc c'était un très gros coup réalisé par les Clippers et notamment leur GM Jerry West qui ont surpris tout le monde dans un premier temps en récupérant Kawhi Leonard qui était annoncé aux Lakers et dans un second temps qui ont surpris de nouveau tout le monde en récupérant Paul George. Donc les Clippers ont un 5 très haut défensif avec Patrick Beverley, avec Paul George, avec Kawhi Leonard, avec Montrezl Harrell et Landry Shamet. Cependant, bien qu'il est très défensif, il est très offensif aussi. Du coup, la saison des Clippers s'annonce très excitante. D'autant plus que lors des derbies de LA, on aura des très beaux duels un très beau duel entre le duo AD LeBron contre Kawhi Paul George. En tout cas, les Clippers ont fait un très gros coup pour moi. C'est c'est le move de ces Free Agents 2019. J'expliquerai pourquoi lorsque je viendrai parler des Brooklyn Nets avec la signature de Kevin Durant et Irving. Du coup, un pronostic pour moi, ça va être que les Clippers l'année prochaine seront minimum top 3, si pas pour moi favoris à la tête de la conférence Ouest. Après, ils sont Après, pour moi, ils sont aussi favoris pour le titre de champion NBA, car déjà ils ont récupéré le MVP des finales NBA, Kawhi Leonard, qui a une très bonne expérience des playoffs et qui peut très bien encadrer ses joueurs pour leur permettre d'accéder au titre de NBA Larry O'Brien. Du coup, après, cependant, vu qu'il a signé Paul George pourra aussi atteindre pour une fois les finales NBA qu'il n'a jamais réussi à atteindre dans un premier temps avec les Pacers, car il trouvait sa route le Miami de LeBron James. Et avec OKC, où il n'a jamais malheureusement pour eux passé le premier tour des playoffs, comme l'année dernière, où malheureusement pour lui, il a pris un 3 points au buzzer d'Amelina sur sa tête. Les Clippers vont être très intéressants à suivre cette saison et on a hâte de voir ce que ça va donner, si la mayonnaise prend ou pas. Mais pour moi, les Clippers sont très favoris. Allez, on passe au numéro 2. Du coup, maintenant je parle du deuxième move de ces Free Agents qui a été la signature de Kevin Durant au Brooklyn Nets, où il a décidé de rejoindre son ami Kyrie Irving, qui lui aussi a signé au Brooklyn Nets. Tous les deux ont signé un contrat max.
Donc les Brooklyn Nets ont leur possession deux joueurs très bons. Irving qui a déjà gagné un titre NBA avec les Cleveland Cavaliers. Kevin Durant aussi avec les Warriors. Du coup, ces joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent leur apporter l'expérience, qui peuvent apporter l'expérience aux Brooklyn Nets. Du coup, ça peut permettre à la franchise de passer un cap supérieur et donc d'aller chercher pourquoi pas le titre NBA cette année. Cependant, comme j'ai dit précédemment lors du cas de Kawhi Leonard, euh, pour moi, ces deux-là, ce duo a un inconvénient. Parce que malheureusement, comme tout le monde le sait, Kevin Durant s'est blessé retournant à Chine. Du coup, il est out pendant quasiment un an. Du coup, cela fait que le duo Irving-Durant, a priori, ne jouerait très peu ensemble leur première saison. Ce qui veut dire que les Nets vont devoir faire sans Kevin Durant pour la première saison. Ce qui va être un tout petit peu dur pour eux. D'autant plus ils ont récupéré DeAndre Jordan en plus d'Irving et de Kevin Durant. Sauf que vu que Kevin Durant ne jouera pas la première saison, je vois mal les Brooklyn Nets gagner sans lui. Parce que, comme on l'avait avec Boston, Irving est un très bon joueur. Mais s'il nous fait une saison comme il a fait à Boston, ça risque d'être douloureux pour Brooklyn. Mais je pense qu'ils vont facilement aller en playoff. Voire ils peuvent facilement atteindre le top 3 à l'Est cette année. Après, niveau playoff, ils peuvent sans problème aller en finale NBA avec les joueurs qu'ils ont. Mais sans KD, ça risque d'être compliqué s'ils se retrouvent en finale NBA contre les Clippers avec un duo Kawhi-Paul George. Parce que si KD n'est pas là, qui c'est qui va pouvoir défendre sur Kawhi ou Paul George? Ça risque d'être très compliqué pour moi. Donc je pense que l'année prochaine, les Nets seront pas mal favoris aussi. Bien qu'ils ne posséderont pas tout de suite Kevin Durant. Il faut attendre qu'il soit remis de blessure. Ou alors il reviendra pour les playoffs, mais peut-être il ne sera pas à mon avis à 100% encore. Et peut-être qu'il ne faut peut-être pas prendre de risque avec lui. Du coup, il envisage peut-être une saison blanche pour Kevin Durant. Après, à côté d'Irving, il y a quand même des joueurs qui ont du talent. Levert, Jarrett Allen ou encore Joe Harris. Ils peuvent facilement aller en finale de conf minimum, s'ils peuvent peut-être aller en finale NBA. Mais pour moi, ça risque d'être compliqué à l'Est, mais je les vois quand même favoris. Pour moi, ils sont favoris pour aller en finale NBA. Bon, on va passer au move numéro 3. Du coup, dans cette troisième move, je vais parler de la signature de Kemba Walker au Boston Celtics. Du coup, suite à la perte de Kyrie Irving, les Celtics devaient chercher un meneur. Du coup, ils ont jeté leur argent sur Kemba Walker. Donc Kemba Walker, pourquoi on avait dit qu'il ne signerait même pas pour les minimums à Charlotte? Cependant, l'offre qui a été faite par Charlotte ne le convenait pas. Du coup, il a décidé d'aller voir ailleurs et du coup, il a décidé de signer Boston Celtics. Pour les Celtics, c'est quand même un bon coup parce que c'est un meneur qui a de l'expérience, qui est capable de faire de très gros matchs, de très grosses performances, qui peut aux Celtics de se qualifier en playoff, ça ce n'est pas un problème. Après, est-ce qu'il peut remplacer Irving? C'est ça la question que tout le monde cherche à se poser. Pour moi, il serait un poil en dessous d'Irving, mais il peut après s'intégrer bien. Il peut très bien s'intégrer au jeu des Celtics. Du coup, je pense qu'il peut facilement correspondre au système de Brad Stevens qui est tout misé sur le collectif. Après, c'est un joueur qui, malheureusement pour lui, a très peu d'expérience pour les playoffs. Il me semble même qu'il n'a discuté aucun match de playoffs. Du coup, s'il arrive à accéder aux playoffs avec
avec les Celtics, faudra voir ce que ça donne parce que un joueur qui n'a pas tellement d'expérience en playoff, ça peut être préjudiciable. Après, certains joueurs des Celtics ont de l'expérience en playoff, comme Tatum, Brown, etc. Cependant, les Celtics, comme tout le monde le sait, n'ont pas perdu Kyrie Irving, ils ont perdu Al Horford et Marcus Morris, et ça veut dire qu'il y a la Charlotte. Du coup, il va falloir essayer de créer une équipe compétitive et qui soit assez forte pour aller chercher une place en playoff l'année prochaine. Pour moi, c'est possible. Après, est-ce qu'ils vont finir en top 5? Ça, je ne sais pas trop, mais ils peuvent y arriver. Mais ça va être quand même compliqué. Parce qu'il y a des équipes qui se sont renforcées à l'Est. Il va falloir être costaud. Entre les Pacers qui sont renforcés, les Nets bien sûr, les Bucks qui sont aussi renforcés, le Heat de Miami qu'on va en parler tout après dans le 4ème move, et plein d'autres équipes encore qui peuvent jouer leur petite trouble fête et essayer de grappiller leur place parmi les 8 pour aller en playoff. Après, si Boston arrive à aller en playoff, pour moi, ils peuvent essayer de viser la demi-finale de conf. Après la finale de conf, ça peut être jouable, mais ça me paraît quand même très compliqué. Voir ce que Kemba Walker peut apporter à l'équipe et voir si l'équipe arrive à rester soudée, comme ils l'ont été il y a 2 ans lorsque Kevin était blessé, où l'équipe a réussi à faire de très bons playoffs, où on a eu des joueurs qui ont éclos, comme Jaden Tatum, Jaylen Brown qui ont fait des très très bons matchs. Donc pour moi, ça risque d'être très compliqué, mais Boston, à mon avis, ira en playoff. Bon, on va passer au move numéro 4. Du coup, le 4ème move, pour moi, ça a été le trade de Jimmy Butler au Miami Heat. Donc, comme tout le monde le sait, Philly voulait re-signer Jimmy Butler pour le maximum. Sauf que lui n'avait pas très envie de re-signer aux Sixers. Du coup, il y avait 2 équipes qui se dégageaient pour le signer. Sauf qu'il fallait pour ça mettre en place un sign trade. C'était les Rockets de Houston et le Miami Heat. Sauf que Butler avait une légère préférence pour le Miami Heat. Donc, dans un premier temps, il avait eu un signé trade entre 3 équipes. Sauf que malheureusement, il y a eu un malentendu concernant les joueurs qui devaient atterrir aux Mavericks. Car les Mavericks avaient demandé un joueur. Sauf que les Heat ont envoyé Goran Dragic aux Mavericks alors que ces derniers ne voulaient pas de lui. Du coup, après, les Sixers dû patauger pour trouver des équipes. Du coup, à l'arrivée, ça a été un sign trade à 4 équipes qui a été mise en place. Donc, je vais récapituler ce trade. Donc, le Miami récupère donc Butler des Sixers, Myers Leonard de Portland, et ils envoient Josh Richardson aux Sixers. Portland a envoyé Mo Harkless aux Clippers, en compagnie d'un futur tour de draft de Miami. Les Clippers ont aussi récupéré les droits du frontal Mathias Le Sort qui appartenait aux Sixers. Et le Heat a aussi envoyé leur gros contrat qui était Hassan Whiteside à Portland. Donc pour revenir sur ce choix de Butler de signer à Miami, ce choix m'a un peu surpris parce que pour moi c'est un peu comme si Butler, après c'était que mon avis, c'est comme si Butler avait re-signé à Minnesota, parce qu'en fait c'est un bon joueur, c'est une star, mais à côté de lui il n'y a pas d'autres réelles stars parlement de réelles autres stars qui peuvent l'aider, comme parce que pour moi un Dragic ça va, mais c'est pas une star vraiment qui peut faire des gros matchs. Il peut en faire, mais pas tout le temps, il est un peu irrégulier. Après il y aurait Dion Waiters, bon c'est quoi il est capable, mais bon il est aussi capable de rater des matchs. Après à l'intérieur il y aurait Bam Adebayo vu que Hassan Whiteside est parti.
Après, cette trade, ça fait un petit trou aussi pour les Sixers qui sont un peu déçus d'avoir perdu bien sûr Butler, qu'ils auraient voulu re-signer. Donc pour moi, ce trade va quand même un peu apporter à Miami parce que Butler c'était quand même un très bon joueur. Après, pour moi, Miami, est-ce qu'ils iront en playoff l'année prochaine? Enfin, la saison prochaine, ça risque d'être compliqué, mais ils peuvent espérer accrocher la 6, 7 voire 8ème place qui serait synonyme de playoff. Après, s'ils arrivent en playoff, est-ce que Butler serait capable de prendre l'équipe de Miami sur ses épaules pour les emmener au plus loin? Ça, je ne sais pas vraiment. Il est très bon. Après, comme on a vu à Minnesota, il est bon. Mais si personne suit, la saison risque d'être longue. Donc pour moi, le Heat, soit ça va in extremis en playoff top 8, soit ça va être... ils vont être les couillons, ils vont pas aller en playoff, ils vont faire 9-10, donc ils seront à une marge du playoff. Donc pour moi, ça sera indécis. Moi, je demande à voir que ça propose le Heat l'année prochaine. Donc on verra bien. On va passer au move numéro 5. Donc dans ce cinquième move, je vais parler de la signature de Al Horford aux Sixers, qui, je vais pas dire un peu surpris tout le monde aussi, parce que bon, certes, la signature aux Sixers, ça ne se fera à tout le monde, mais c'est le contrat qu'ils ont proposé les Sixers. Un contrat que personne ne peut refuser. Donc il a signé aux Sixers pour un contrat de 4 ans à 109 millions d'euros, ce qui est assez énorme quand même, faut pas se l'avouer. Après, la question à savoir s'il les vaut, pour moi ça peut se discuter, mais il pourra toujours apporter un petit quelque chose de plus aux Sixers. Après, cependant, ce que je me pose comme question, c'est quel rôle va-t-il jouer? Est-ce que ça va être un titulaire, du coup en poste 4 aux Sixers, ou alors Brett Brown va le faire jouer en backup de Joel Embiid, c'est-à-dire en sortie de banc, du coup peut-être en sixième homme. Reste à savoir laquelle solution est la meilleure. Donc, ce qu'il peut apporter aux Sixers, ben, c'est son shoot à mi-distance, il permet de s'écarter, il a un shoot fiable. Un peu même si que Joel Embiid, sauf un peu moins, pas un peu moins athlétique que Joel Embiid, bien sûr. Après, je pense qu'il peut permettre aux Sixers de passer un cap cette année s'il sort du banc. Est-ce que ça pourrait être un atout intéressant en sortie de banc? Est-ce que si Embiid sort à 2 fautes, on peut toujours faire entrer un Horford qui peut apporter ce qu'il faut, des petits points dans raquet, des petits points à 3 points. Il peut faire des matchs corrects, à 20 points c'est correct pour un pivot comme lui. 20 points 10 rebonds c'est correct aussi. Après s'ils le font starter, ça risque d'être compliqué pour lui. Enfin je sais pas, poste 4-5 avec Embiid, peut-être qu'il aura peut-être beaucoup moins de ballons s'il joue avec Embiid. Donc moi j'aurais tendance à le faire jouer en sortie de banc en CMM pour qu'il puisse apporter un peu de scoring en sortie de banc et du coup permettre aux Sixers d'avoir un banc pas trop dégueu. L'année dernière ils avaient un banc mais bon c'est pas ce qui leur a permis d'aller très loin en playoff. Après, si pour la saison, je pense que avec un Al Horford, les Sixers peuvent facilement essayer d'accrocher le top 3 à l'Est. Après pour les playoffs, ils peuvent sans problème, essayer d'aller minimum dans les finales de conf. Si pas finale de conf, facile on a tout pour battre les Bucks, voire les Nets sans Kevin Durant, comme je l'ai dit précédemment. Après, s'ils vont en finale NBA, est-ce qu'ils pourront battre, sait-on pas, les Clippers? Ça, c'est un autre problème. Parce que les Clippers sont quand même très forts, en plus ils sont avant pas dégueu, donc c'était le meilleur bon l'année dernière. Ils avaient le meilleur bon l'année dernière, avec le Williams, bien sûr. Après, les Sixers ont aussi
re-signer Tobias Harris. Donc, ce qui fait qu'ils auraient un 5 si Horford débute, composé de Harris, Ben Simmons, Joel Embiid, Al Horford. Et du coup, je pense que ce serait Josh Richardson qui starterait. Ça reste un 5 très compétitif qui peuvent battre, à mon avis, n'importe qui si ils sont dans un bon jour et si le collectif paye sur les individualités. Donc après, est-ce qu'Al Horford aura peut-être un autre rôle à jouer? Peut-être, parce que Al Horford pourrait peut-être aussi être un mentor pour Joel Embiid ou lui permettre d'engranger de l'expérience et de l'aider dans certains trucs. Donc ça peut être une bonne pioche aussi dans les vestiaires, parce que c'est un joueur qui aime beaucoup parler dans les vestiaires, qui aime bien parler beaucoup sur le terrain aussi. Et à mon avis, c'est un joueur qui pourra faire que du bien aux Sixers. Après, son contrat, 106 000 sur 4 ans, c'est vrai que c'est énorme, mais bon, à mon avis, on verra bien, mais je sais pas. Après, si c'est ce qui est proposé, un joueur comme lui ne peut pas refuser un tel contrat. Donc moi, je veux bien voir ce que va donner l'année prochaine, et pour moi, les Sixers, ça peut être top 3 à l'Est. Voire finale de conf en playoff. Donc, on verra bien. Du coup, dans ce mood numéro 6, j'ai essayé de parler du transfert d'Angelo Russell. Donc, comme tout le monde sait, a été transféré aux Warriors contre Kevin Durant via un sign and trade. Donc, tout le monde pensait que Russell allait permettre aux Warriors d'avoir une base arrière très solide avec Steph Curry, Klay Thompson et Russell. Sauf que plus on a avancé dans les jours, puis on s'est rendu compte qu'en fait les Warriors comptaient utiliser Russell comme une monnaie d'échange afin de récupérer un poste 3 passable. Du coup, la question serait de se demander si les Warriors comptent garder Russell ou comptent le transférer. On sait que si la trade est officialisée, enfin si la trade pour KD est officialisée au 6 juillet, ils devront le garder un peu plus longtemps et du coup devront le trade à partir d'une certaine date. Du coup, cela veut dire que si Russell reste aux Warriors, quel rôle aura-t-il à jouer? Est-ce que ça va être un sortie de banc en backup de Steph Curry, ce qui serait très intéressant, ou est-ce que ça serait un poste 2 avec Curry et Thompson en poste 3? Après, Russell, ce qu'il peut apporter, c'est sa jeunesse, sa vitesse, son shoot, ses flotteurs. Il peut très bien s'intégrer au système et au jeu des Warriors. Après, est-ce que beaucoup d'arrière ne pourrait pas, créer un embouteillage aux Warriors? Du coup, est-ce qu'ils vont le garder ou est-ce que la meilleure solution c'est pas de tenter le changement pour un ailier? Après, si le trade, autant trouver un ailier passable qui puisse entre guillemets valoir au sol. Et là, je n'ai pas de réel ailier qui me vient en tête qui pourrait remplacer Russell. Après, le problème qui persiste, c'est est-ce qu'une équipe veut Russell? Ça, c'est la question. A priori, il y aurait Minnesota qui serait dans le coup pour le récupérer. Mais du coup, en tant qu'ailier, Minnesota n'aurait que Wiggins à proposer. Et est-ce que les Warriors voudraient récupérer Andrew Wiggins et son contrat un peu chéro pour ce qu'il fait? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Et est-ce que Russell pourrait apporter un cap au Minnesota si c'est ça? Bien sûr que oui. Avec une connexion Towns et Russell, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, s'il reste aux Warriors, on verra bien ce que ça donne. Donc, je pense que voilà, si pour la saison prochaine, s'il reste aux Warriors, les Warriors vont, bon, ça c'est sûr, aller en playoff. Après, à quelle place? Ça, je me pose la question, je les mettrais bien top 5 à l'ouest.
Après en playoff, avec les Clippers, le Jazz qui s'est bien renforcé, les Lakers, demi-finale de conf, ils peuvent essayer d'y accéder, ça c'est pas un problème. Après finale de conf, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, mais ils peuvent aussi y arriver. Comme on a pu le voir quand ils ont sans KD avec les Nuni qui a fait des gros matchs et tout ça, tout ça. Ils ont réussi à aller en finale NBA. Donc on verra bien. Mais pour moi, ils sont en playoff, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai fini avec les moves et les gros moves de cette Free Agents 2019. Donc lors de la prochaine vidéo, je vais parler des moves pas très gros, enfin des moves corrects qui ont été faits par certaines équipes. Donc j'ai parlé du Jazz notamment, de Détroit qui est pas mal non plus, euh, des Lakers aussi. Donc c'est des équipes qui ont fait des moves. Donc je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc soyez attentifs quand elle va sortir. Et après on verra bien ce que ça va donner. Donc je vous dis à plus les amis.